Bienvenue dans ma bulle de sagesse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christian Rush. En quête de sens depuis de nombreuses années, il est l'auteur des livres Le chemin du sourire et Le cancer, un tremplin vers la vie. Mais surtout, il est le fondateur-rédacteur de la très belle revue Reflet. Bonjour Christian. Bonjour Myriam. Alors avant d'aller plus loin et que vous nous partagiez un petit peu votre parcours de vie, j'aimerais parler de votre lien avec Guita Malas, car vous l'avez connu et vous avez même raconté une anecdote amusante dans l'émission que j'avais enregistrée l'année dernière sur la vie et l'œuvre de Guita Malas. Est-ce que vous pourriez nous raconter une des anecdotes croustillantes et puis quel lien aviez-vous avec elle? Oh, donc j'ai rencontré Guita Malas en 1986 grâce à Bernard Monteau. Je commençais à être élève et lui-même avait été subjugué par Guita Malas et il nous avait demandé de lui organiser une conférence à Grenoble, parce que j'habitais en Isère à l'époque. Et ma première rencontre avec Guita Malas a été donc, bon, il y a eu la conférence, j'ai assisté, mais pour nous remercier de l'organisation, elle nous avait invités au restaurant qui est en haut du téléphérique à Grenoble. Et voilà, chacun était invité à lui poser une question. On était une douzaine. Et je ne savais pas quoi lui poser comme question. Et je lui ai posé une question sur le comportement donc des Juifs à Budapest pendant la guerre. Elle m'a regardé avec un air de commisération en disant mais qui voulait dire mais Christian t'as pas d'autres problèmes dans ta vie moi j'ai l'air de dire ça ne m'intéresse absolument pas cette question intellectuelle. Et là j'ai compris que Guita Malas elle elle était là pour nous aider dans notre vie, pour écouter un de nos problèmes et nous donner une direction de réponse. Et j'étais complètement passé à côté. Et si bien que quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ben, la prochaine fois que je la verrai, je saurai quelle question lui poser. Voilà ma première rencontre avec Guita Malas. Et donc j'imagine qu'après, vous aviez d'autres questions qui vous sont venues et d'autres réponses. Oui, oui. Et comme parfois, il y a des questions que j'aimais bien lui poser, alors pour avoir l'accès à Guita Malas, parce que c'était pas évident, elle était très occupée, je lui avais dit que je ferais un index détaillé du livre Dialogue avec l'ange. Et ça l'a enchanté. Si bien que chaque fois que j'avais envie de la rencontrer, que j'avais une question à lui poser, que je voulais la voir, je lui téléphonais, je lui disais, Guita, il y a un passage des dialogues que je comprends pas bien. J'aurais besoin d'une petite explication pour l'index. Alors elle me disait, bah, Christian, bah, viens me voir. Et comme ça, j'ai eu accès à Guita Malas d'une manière très privilégiée, enfin, en lui faisant cet index. Ah oui. Et oui, et j'ai encore des documents où elle me remercie avec un dessin de cet index que j'avais fait du livre Dialogue avec l'ange. Alors vous-même, vous partagez votre propre dialogue en toute simplicité et avec le naturel si cher à Gita dans votre livre Le chemin du sourire. C'est bien de cette expérience que vous témoignez. Oui, oui, oui. Et dans ce livre, j'ai voulu justement que ce témoignage soit quelque chose de simple. Et Gita disait, la, le dialogue avec l'ange, ça doit être quelque chose de naturel, comme dit avec son accent hongrois. Et donc, les dialogues que j'ai relatés, c'était des dialogues que j'avais toutes les semaines, où j'allais m'asseoir dans un bar à Dijon, où j'attendais un certain public qui ne venait jamais, et j'en profitais pour avoir un dialogue avec mon ange, mais simple, sur la question du jour, si j'avais pas une question sur allez, qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà. Et donc, c'est des dialogues extrêmement simples qui montrent que cette relation, elle est accessible à tout un chacun qui veut bien s'en donner la peine.
Alors, Christian, vous étiez grand chirurgien dentiste et à l'âge de 62 ans, vous avez eu un accident de moto. Vous dites que Oui, cet événement vous a permis de créer Reflet. Vous avez oui, donc eu besoin de cet électrochoc, si je peux dire, pour avoir la force de quitter votre profession et de créer votre revue. C'est ça? oui, parce que je savais même pas que j'allais créer une revue. En fait, ça faisait plusieurs années que j'avais un deal avec Dieu. C'était que je trouverais mon utilité sur Terre, ce que Gita Malas appelait la tâche, que je la trouverais avant l'âge de la retraite. Or, les années passaient et je ne trouvais pas qu'est-ce que je pouvais bien faire sur Terre, à part mon métier de chirurgien dentiste, mais ça, c'est juste le métier, oui. Et donc, cet accident de moto, c'est ce qui m'a fait changer de vie. Et je sais parfaitement, avec vraiment une grande certitude, que c'est un coup des anges, cet accident de moto. Je sortais de mon cabinet à midi et quart, il faisait un très beau temps, j'avais pris ma moto, c'était le jour de l'équinoxe, à 21 septembre, et il y a un rond-point juste en sortant de mon cabinet, et il y a une voiture qui ne m'a pas vu, qui m'a renversé. Et là, ce qui fait que j'ai cette certitude, c'est que dans le peu de temps où j'ai crié de toutes mes forces, parce que c'était éminemment douloureux, j'ai eu le pied écrasé entre le bloc moteur et le pare-choc de la voiture, ça m'a projeté en l'air, je suis retombé sur l'épaule, ça m'a cassé des côtes, la clavicule, etc., etc. Et donc pendant ce temps de l'accident, j'ai eu un dialogue d'une intensité foudroyante. Le dialogue, c'était est-ce que tu vas en vouloir à cette personne? Et alors à ce moment-là, euh, c'est ta vie ordinaire qui va continuer, ou est-ce que tu vas lui pardonner et ça va changer ta vie? Voilà, Hmm. je le résume, Oui. mais c'est en une fraction de seconde que ça se passe. Ah oui. Et je savais que j'avais jusqu'à la fin du cri pour répondre, pour me décider. Et je criais de toutes mes forces parce que je savais aussi que si je ne poussais pas ce cri, mais alors de toutes mes forces, hein, je serais tombé dans les pommes et je n'aurais pas pu continuer ce dialogue. Eh Et ouais. donc à la fin du cri, ça y est, j'étais retourné et j'ai dit oui, ok, je ne lui en veux pas. Et je n'en ai jamais voulu à cet automobiliste. J'ai vaguement perçu d'ailleurs que c'était une femme qui était au volant. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je n'en ai jamais voulu parce que ça m'a fait changer de vie. Ah De oui. quelle manière? Eh ben parce que j'ai été immobilisé pendant 3 mois et je pouvais vraiment rien faire, un tout petit peu écrire sur un micro-ordinateur, je pouvais bouger mes doigts, mais pas plus. Et donc la journée, je lisais les journaux, je regardais la télévision, et c'est là où je me suis dit, mais quand même, on pourrait parler des événements du monde d'une autre manière. Tout est fait pour que les gens se dépriment en écoutant les informations, que ça leur plombe le moral, ça les met dans une espèce de situation de dépendance de plus en plus par rapport à cette façon d'être informé. Voilà, et Oui, oui. on pourra en parler autrement. Ça, Mais je n'étais pas du tout versé dans la question, hein. Et j'en ai parlé à mon épouse, j'en ai parlé à des amis qui venaient me voir, et puis c'est comme ça que l'idée d'une revue a commencé. Et alors, ce qui est amusant, c'est que pile un an après cet accident, qui était un 21 septembre, est sorti le premier numéro de Reflet. Un an après. ah bah dis donc, une belle histoire. On pourrait dire que votre saut à moto, c'était votre saut dans l'inconnu finalement. Absolument.
Oui, Mm. oui. J'ai Ah, sauté en l'air. Ah oui, oui, parce que c'est ça m'a une- projeté en l'air, hein. c'est vraiment l'image, hein. Oui, oui. Alors, Christian, nous allons faire la première pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Ok. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Christian Rush, auteur et rédacteur fondateur de la revue Reflet. Alors Christian, la revue Reflet, pour vous, si j'ai bien compris, c'est plus qu'une simple revue, c'est le service que vous rendez à la vie. C'est le début de votre tâche, c'est ça? Oui, absolument. En quoi elle est originale? En quoi elle est un service à la vie? Eh bien, parce que l'originalité de cette revue, c'est d'essayer de parler des événements du monde sans juger. Tous les médias jugent les événements du monde, très souvent inconsciemment, mais chaque personne a un point de vue sur le monde, sur ce qui s'y passe, sur telle personne. Chacun filtre avec son histoire. En créant cette revue, ce que j'ai voulu faire, c'est d'enlever ce filtre personnel. Et ça, c'est simplement l'application du chemin spirituel que j'ai appris auprès de Bernard Monteau. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une opinion sur un fait, cette opinion, elle vient de notre histoire. Donc l'important, c'est de reconnaître son histoire, de voir en quoi elle agit sur la perception de l'événement. Et à ce moment-là, on peut, avec accompagné d'une certaine tendresse, d'avoir filtré avec son histoire, on peut lever le filtre Hmm. et on peut parler des événements du monde sans les juger. Sans juger, c'est impossible sans un travail spirituel sur soi-même. Il faut être bien clair. Les médias qui prétendent ne pas juger, c'est qu'ils présentent les deux points de vue de l'un et de l'autre. C'est déjà une excellente approche. Mais ne pas juger, ça demande une pratique sur soi-même. Hmm. Et donc, l'originalité de notre vue, c'est que tout est passé à ce crible qui fait que on peut parler de n'importe quel événement et la conséquence, c'est qu'il n'y a plus d'un côté une victime et de l'autre côté un bourreau, parce que ça, c'est la lecture de tous les médias, quels qu'ils soient. Eh bien, grâce à cette connaissance de soi, on arrive à un résultat où il y a de part et d'autre deux souffrances, deux souffrances équivalentes. La souffrance d'une personne qu'on traite de victime, mais aussi la souffrance d'un bourreau, parce qu'il faut avoir une certaine souffrance pour faire certains actes destructeurs. Hmm. Et donc, ça permet de voir que de chaque côté, tout est égal et que les événements prennent à ce moment-là du sens, parce que tout ce qui se passe sur Terre, petit à petit, amène un peu plus de conscience. Même si ces événements sont douloureux, alors ça, il faut du temps pour s'en apercevoir, mais la vie essaye toujours de nous tirer vers être meilleur, Vers le haut. Hmm. vers le haut, Hmm. oui. Et Voilà, puis, c'est ça le but de Reflet. Donc oui, c'est une revue oui, d'espérance. on vous sent passionné en tout cas. Et puis, peu après la création de Reflet, vous apprenez que vous avez un cancer de l'œsophage. Vous témoignez de l'expérience profonde que vous traversez dans le livre Le cancer, un tremplin vers la vie. Avouez que ce n'est pas banal de parler ainsi du cancer. Oui, oui, c'est sûr qu'il m'a fallu un certain recul pour pouvoir en parler comme ça, mais tout de suite, quand le diagnostic a été fait, alors là c'est encore c'est amusant parce que 2010 l'accident de moto, 2011 la création de Reflet, 2012 le diagnostic de cancer de l'œsophage, et tout de suite le premier sentiment que j'ai eu c'est que ce cancer il m'est envoyé pour que je grandisse. Je ne savais pas comment, je ne savais pas de grandir, dans quelle direction, de quoi, mais la phrase qui m'est venue, c'est Dieu ne me veut pas de mal. C'est inconcevable pour moi que Dieu me veuille du mal. Si j'ai ce cancer,
c'est pour apprendre quelque chose, c'est pour progresser dans ma vie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je manquais encore beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour moi-même, beaucoup de tendresse pour les autres, pour être à la hauteur de la revue que j'avais créée. J'étais le créateur, mais je n'étais pas à la hauteur de la revue. Et donc, pendant une bonne année de traitement qui a suivi le cancer, avec des étapes difficiles, j'ai eu une chimiothérapie dont j'ai failli mourir, mais en même temps, j'ai failli en mourir, mais ça m'a amené aux portes de la mort. Et en une nuit, j'ai fait des expériences fabuleuses, fabuleuses de connaissance de l'invisible dans cette situation où j'étais entre la vie et la mort, qui a duré quelques heures dans la nuit, hein, pas plus. Et puis l'heure après, j'ai eu encore 6 mois de chimiothérapie derrière, très douloureuse, très difficile, oui, pas facile à vivre. Et chaque fois, il a fallu que j'apprenne à être encore plus dans l'action de grâce, encore plus dans le remerciement pour le personnel médical, encore plus dans le merci pour les médicaments qui me sont donnés, encore plus donc dans l'amour. Et donc ça m'a permis de progresser ce cancer. Si bien que quand j'ai été officiellement guéri, la guérison pour la sécurité sociale, c'est au bout de 5 ans. Hein. S'il n'y a plus de symptômes, enfin, s'il n'y a plus de signes de cancer, on est déclaré officiellement guéri. Voilà, donc au bout de 5 ans, je me dis, mais quand même, quand je regarde les personnes qui étaient en traitement autour de moi en même temps, les connaissances que j'ai de cette maladie, c'est assez rare de s'en tirer. Et donc, j'ai eu envie de témoigner que ce cancer, il n'était pas fait pour me faire mourir, il était fait pour me faire grandir. Voilà le sens du livre que j'ai écrit. Et donc, il m'a fait progresser dans ma vie, beaucoup en amour et puis aussi en foi dans la vie. Ah oui, d'où le titre, Le tremplin vers la vie. Oui. Alors Christian, nous allons faire une deuxième pause musicale et nous reviendrons sur ce que cette épreuve vous a apporté, puisque vous dites aussi qu'elle vous a poussé à aller un peu plus loin avec Reflet. Donc nous allons revenir tout de suite après la pause musicale. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Christian Rush, l'auteur et fondateur de la revue Reflet. Alors, on parlait à l'instant, Christian, de cette épreuve du cancer de l'œsophage qui vous a fait grandir en humanité, si on peut dire, grandir en amour. Et cette épreuve, elle vous a aussi poussé à mettre en place, d'après ce que vous avez confié, la méthode d'écriture Reflet qui a abouti à une voie de connaissance de soi, les ateliers d'écriture Reflet. Oui. Voilà. Est-ce que ça s'est passé aussi dans cette période du cancer, ce mûrissement, cette maturation pour aboutir à ces ateliers d'écriture? Oui, un petit peu plus tard, mais ça en est la suite. Parce que écrire pour Reflet, et les conséquences donc de cette traversée du cancer, c'est que j'avais beaucoup progressé en vie intérieure. Ce que ce cancer a changé, c'est que ma petitesse, elle est toujours la même, elle sera toujours la même, mais elle ne me fait plus souffrir comme avant. Et une grande part du jugement contre moi a disparu. Ma connerie, elle me fait sourire maintenant. Souvent sans effort, pas toujours, mais enfin quand même. Si bien que je vois mieux la souffrance des autres, voyant mieux la mienne et pouvant l'aimer, et la souffrance des autres, je peux la sentir pas dirigée contre moi. Chacun souffre à cause de son histoire. Et donc, ayant beaucoup progressé là-dessus, j'ai eu envie aussi de l'enseigner aux autres. Et comme j'ai progressé en écrivant des articles, parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait passer par la connaissance de soi, j'ai eu envie de l'enseigner à d'autres. Et pas d'une manière totalement désintéressée, avec l'idée que les apprentis dans ces ateliers
allaient devenir capables d'écrire eux-mêmes des articles pour la revue Reflet. Donc, avec ces ateliers, de constituer l'équipe de rédaction, de pouvoir l'étoffer, l'agrandir, voilà. Donc, j'ai créé ces ateliers qui consistent à prendre un sujet, et on se retrouve par Internet chaque semaine, et je lance un sujet, quel qu'il soit, ce qui me vient à l'esprit, ce que mon ange me dit. Et puis après, dedans, on regarde forcément ce qu'on écrit contient nos souffrances. Forcément. Alors on va aller creuser cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est que cette souffrance? Qu'est-ce que ça raconte de notre histoire? Quel est le souvenir que ça rappelle? Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme miséricorde pour se souvenir? Et en ayant de la miséricorde pour le souvenir, ça permet d'avoir de la tendresse pour l'instant présent, pour ce qu'on vient d'écrire. Et alors, là, l'effet est, je dirais miraculeux. C'est que cette démarche nous emmène dans le meilleur de nous-mêmes. Et c'est dans ce meilleur de nous-mêmes que nous pouvons avoir un vrai dialogue avec notre pareil de lumière, comme l'appelait Gita Malas, ou autrement dit, avec notre ange. Le dialogue conscient avec l'ange, c'est en essayant de s'élever à notre sommet, et c'est à notre sommet que l'ange peut poser son pied. Donc l'écriture de Reflet, dans ces ateliers, nous amène au meilleur de nous-mêmes et à poser des questions. Dans un premier temps, on peut poser des questions sur nous-mêmes. Il faut en profiter de connaissance de soi. Et puis dans un deuxième temps, sur le sujet traité. Si c'est un sujet politique, un sujet d'actualité, un sujet sur la maladie, n'importe quel sujet, à ce moment-là, on peut interroger notre ange qui va nous donner des réponses en vérité. Voilà le but de ces ateliers et leur fonctionnement. Petit à petit, ils nous amènent, comme toute voie spirituelle qui se respecte, à devenir meilleurs et à mieux se connaître, et à travers cette connaissance, à mieux découvrir le monde visible et le monde invisible. Alors Christian, je dois vous faire une confidence. Pour préparer cette interview, j'ai contacté une personne très proche de vous. C'est votre ami et collaborateur d'un reflet. Et il m'a confié que pour vous, parler de reflet, bien sûr, mais aussi des ateliers d'écriture, c'était vraiment essentiel. Il me disait aussi que l'accompagnement que vous apportez à toute votre équipe, ça a permis à la fois, ça leur a permis à eux de grandir, mais à vous, cela vous a surtout permis de servir. Oui, Mm. oui, c'est un troc. En essayant d'aider les autres, eh bien, ça nécessite de se hisser au meilleur de soi-même. Et c'est au meilleur de soi-même que nous sommes dans cet état d'amour, à la fois que nous recevons du ciel et que nous pouvons essayer de transmettre aux autres. Et puis, vous avez passé à nouveau une phase difficile à la fin 2018 avec l'annonce d'un cancer de la prostate qui a été soigné en 2019. Est-ce qu'il y Oui, a un autre message pour votre vie à cet endroit et pour votre service? oui, oui, oui. C'est très différent du premier cancer. Je ne l'ai pas vécu de la même manière. Le traitement était différent puisqu'il a été un traitement par radiothérapie qui n'était pas simple parce que j'habite à 80 kilomètres de l'hôpital où ça pouvait se faire. Et chaque jour, pendant 2 mois, chaque jour de la semaine, c'est-à-dire 5 jours sur 7, il a fallu que je fasse ce voyage pour recevoir les rayons. Donc chaque fois, ça a été un temps où il fallait que j'accepte ce temps soi-disant mort et que j'en profite aussi pour dialoguer, etc. Mais le sens de ce cancer-là est très différent de celui de l'œsophage. La prostate, ça touche donc l'appareil de reproduction et ça touche pour moi, ça a touché le masculin et le féminin. C'est très difficile, enfin pour moi tout au moins,
de discerner ce qui est la part du masculin et la part du féminin. Un homme, c'est 51% de masculin et 49% de féminin. C'est la proportion normale. Mais qu'est-ce que c'est que cette part masculine qui nous fait si peur, qui rend macho? Qu'est-ce que c'est que cette part féminine aussi qui est l'endroit où on se sent faible? Eh bien, le cancer de la prostate m'a permis d'avoir un petit peu ce discernement. Quelles sont les forces masculines en moi? Quelles sont les forces féminines en moi? Et de les mettre à leur place, eh bien, ça permet d'être encore mieux dans sa peau et d'avoir plus de discernement. Voilà Et, le gain de ce cancer de la prostate. Et il n'est pas fini ce gain parce que j'ai encore de temps en temps des séquelles. Je viens aussi d'avoir une opération sur l'urètre. Donc ça vient toucher la partie intime très masculine. Voilà, donc je n'arrête pas de me poser des questions encore sur le masculin et le féminin et leur place respective et comment on a besoin, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, de ces deux volets à l'intérieur de nous et bien entendu, si on en a besoin dedans, on en a aussi besoin dehors. eh oui. Je voulais revenir sur un point. Votre ami Christian Genillet, qui s'appelle aussi Oui, Christian, me disait oui, que c'est comme si toutes ces épreuves de maladies qui se succèdent, c'est comme si votre tâche était quelque part vitale pour votre bonne santé. C'est comme si elle était liée à votre santé. Et on a vraiment le sentiment, quand on vous écoute, que vous faites corps avec votre service, avec votre tâche. Peut-être, oserais-je dire, avec votre ange. oui, je peux répondre oui. Euh, la maladie ne m'a pas empêché de servir. Même, j'ai des souvenirs précis où, après une séance de rayon, par exemple le vendredi, j'avais un week-end d'atelier d'écriture à Paris où j'allais directement de l'hôpital à la gare prendre le train avec un week-end avec des problèmes urinaires, des problèmes de difficultés de contrôle, etc. Mais ça ne m'a jamais empêché de faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai pu mener ces week-ends, j'ai pu mener les soirées, tout ce que j'avais à faire. Jamais la maladie ne m'a empêché de le faire. Au contraire, ça m'a donné beaucoup de détermination et de force. Mais je crois qu'aujourd'hui, puisqu'on s'achemine vers la fin de l'émission, euh, ma tâche, elle se renouvelle. Reflet, c'est aider pour que chacun ait envie de faire un chemin spirituel. Aujourd'hui, Reflet est de plus en plus un instrument, et je ne sais pas quels autres moyens vont venir, pour dire que l'humanité ne peut pas se passer de la foi. Je dis bien la foi. La foi, ce n'est pas la croyance. La foi, c'est une croyance, a priori, plus l'expérience. Et pour moi, la foi, c'est quelque chose qui est progressif. C'est comme un curseur qu'on déplace au fur et à mesure que l'expérience progresse. La foi la plus élémentaire, celle qui a motivé le départ de mon chemin, c'est la foi de me dire, mais bon, je suis petit, je suis minable, mais je peux pas être que ça. Je suis pas venu sur Terre que pour être minable. J'ai certainement une utilité qui contient ma grandeur. Donc la première fois, c'est de croire qu'on peut devenir meilleur et qu'on peut devenir plus grand, plus aimant. Et donc ça, c'est une croyance. Mais dès qu'on le met à l'épreuve, ça devient une certitude. Donc très rapidement, j'ai pu vérifier que l'ange était là pour m'aider à grandir en amour et aller vers ma tâche. Mm. Donc c'est une certitude. La foi, c'est une certitude qui ouvre
un certain invisible, l'invisible passé l'ange, qui ouvre invisible notre utilité sur Terre. Et plus on va avancer, plus on va déplacer le curseur. Et moi, comme je suis quand même né dans une tradition chrétienne, et bien petit à petit, j'ai rencontré le Christ. Et le Christ, c'est lui qui nous envoie l'ange à chacun de nous. Et le Christ, il nous demande de l'aider à être des apôtres de la foi. Parce que sans foi, le monde est foutu. On le voit bien en ce moment où on peut, sans avoir des grands yeux, s'apercevoir que on s'achemine vers une impasse. La surconsommation sur Terre nous emmène dans une impasse qui risque d'être la fin de la vie sur Terre. La foi nous montre qu'il y a une porte de sortie possible, que nous pouvons transformer cette situation sur Terre. Voilà, je crois que ça va être la direction de ma fin de vie. Merci Christian, c'était un bonheur de vous entendre. Merci Myriam, et aussi je souhaite une bonne vie aux auditeurs dans cette direction-là. C'était Myriam Besson et son invité Christian Rush, le rédacteur et fondateur de la revue Reflet. Il était mon invité du jour pour l'émission Bulle de sagesse. Belle soirée à vous tous.